Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez la grande forme aujourd'hui. Alors, il y a déjà plusieurs personnes dans la salle de conférence, nous sommes quasiment une soixantaine, donc c'est super. Et vous avez été plus de 500 inscrits, donc j'ai envoyé l'email hier soir à très très tard en fin de journée, et vous avez été plusieurs centaines à vous être inscrits à cette conférence qui va être extrêmement intéressante. Vous allez voir, il y aura du pur contenu de qualité, très riche. Donc, je suis en compagnie avec Sébastien, le fondateur de SG Autorépondeur, qui est un ami de longue date maintenant. Seb, est-ce que tu nous entends? Alors moi j'entends bonjour à tous. Merci pour ta confiance, Michael. Est-ce que vous m'entendez également quand je réponds dans la fenêtre chat à cet effet? Merci, Michael. Donc je vais honorer ton invitation effectivement pour cette communauté que tu as à cœur d'aider et de soutenir dans leur croissance. C'est des valeurs qu'on partage ensemble. Et donc, je vais pouvoir effectivement vous soutenir aussi sur mon expertise par rapport au fait que je sois fondateur de SG Autorépondeur, donc une plateforme d'emailing, de gestion des newsletters et aussi de campagnes marketing intelligentes pour communiquer avec vos prospects et vos clients. Ce qui fait que par rapport à ça et au fait de proposer un outil clé dans le domaine du marketing sur Internet, j'étais obligé de me sensibiliser à une loi qu'on va voir juste après, qui en fait chamboule justement la gestion de nos données à caractère personnel et ça comprend justement nos clients et nos prospects. Donc voilà pourquoi Michael a choisi de me faire intervenir et je vais donc honorer ça. Hello, sympa de voir le boss de SG, dit Stéphane. Je vous entends tous les deux, Muriel. Je vous entends tous les deux très bien, Ah, ça Philippe. y est, je peux. Super. Alors, je vais tenter donc un partage d'écran, si c'est OK. Eh ben, on te laisse faire, Seb. Sébastien, on te laisse faire. A priori, bah, ils nous voient tous les deux. Donc, vas-y, tente. OK. En attendant, je peux quand même continuer évidemment évoquer les premiers éléments de la RGPD. Fondamentalement, j'ai pas essentiellement besoin du PDF si vraiment ça fonctionne pas. Alors, la RGPD, c'est le nouveau règlement général sur la protection des données à caractère personnel. C'est un règlement qui a été mis en place sur plusieurs années par plusieurs gouvernements, puisque c'est européen. Et donc, c'est RGPD, Règlement général sur la protection des données. Donc, c'est quelque chose qui a en fait été mis en place suite à des pratiques un petit peu douteuses de la part des GAFA. Donc, confirmez-moi que vous m'entendez toujours à 5 sur 5 hein, pour éviter, pour voir qu'il n'y ait pas de... Voilà. Donc, en fait, à l'origine, les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, et donc les sociétés qui un petit peu gravitent autour de ça. En fait, c'est une terminologie qu'on utilise pour désigner un petit peu l'ensemble de ces grosses sociétés. Préférer payer des amendes plutôt que de se mettre en conformité, en tout cas de respecter à 100% les prérogatives de protection en matière de gestion des données à caractère personnel. Donc, l'Europe s'est dit, OK, là, il va falloir faire quelque chose, c'est plus possible. On va non seulement être vraiment tout donné dans un texte qui va en fait définir les obligations et en même temps qui va définir nous-mêmes les critères de contrôle pour les organismes de contrôle comme la CNIL, la Commission nationale des informatiques et des libertés. Ce qui veut dire que dans le texte apparaît également le contrôle, comment il doit être fait, les obligations par rapport à ceux qui utilisent les données et par rapport aux outils aussi sous-traitants, parce que par exemple, SG Autorépondeur est sous-traitant de vous, si vous utilisez SG Autorépondeur, pour gérer vos campagnes de newsletter. Donc, toutes les obligations sont bien écrites noir sur blanc. C'est pour ça que, en fait, en gros, ils ont vraiment voulu voilà, encadrer tout ça dans ce nouveau texte. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et donc tu peux passer à la slide suivante. Ce qui fait que comme tout a été vraiment bien écrit, eh bien même les amendes ont été écrites. Il y a 12 critères précis qui ont été vraiment mentionnés par rapport au contrôle et les amendes, elles ont été aussi voulues comme étant effectives, proportionnées et dissuasives.
Alors, j'ai écrit jusqu'à 10 millions d'euros, mais vous allez voir, la plupart du temps, sur les articles, sur Internet, etc., vous allez voir exactement jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Et ça va être la somme la plus importante des deux. Mais pourquoi je dis 10 millions? Parce qu'en fait, il y a aussi une différence, je crois, a priori, par rapport à si l'entreprise fait plus ou moins 250 salariés. Et dans tous les cas, pourquoi je dis aussi jusqu'à 10 millions? Parce que de toute façon, ils ne vont pas non plus faire en sorte de couler une société. Ils vont tenir compte de l'activité que vous avez. C'est pour ça que, mais c'est quand même des amendes qui se veulent effectivement proportionnées et dissuasives, donc à ne pas prendre à la légère. C'est un règlement qui a un véritable impact. Et pour pouvoir vous en parler, tu peux passer à la slide suivante. Pour pouvoir vous en parler, il a fallu d'abord que moi je sois sensibilisé et que je me sente responsable de mes 2550 utilisateurs actuels au sein de SG Autorépondeur, puisque en tant que dirigeant fondateur de cette solution d'email marketing et de gestion de campagne marketing intelligente pour la communication des entrepreneurs, donc ma cible principale, ce sont les blogueurs, les entrepreneurs, les infopreneurs et les auto-entrepreneurs. Peut-être aussi des petites entreprises, en tout cas, qui ont moins de 10 salariés. Donc, en tant que dirigeant fondateur, je me sens responsable, à la fois déjà en tant que responsable de traitement, parce que j'aime bien que mes clients soient, considérés, on va dire ça comme ça. Alors là, je vois d'autres, voilà. Et aussi en tant que sous-traitant, parce que je veux que mon outil soit absolument conforme à cette nouvelle loi. Ça nous demande plusieurs semaines de travail, c'est vrai, c'est une charge de travail. C'est même des changements parfois qui sont délicats à gérer. Mais en tout cas, cette conscience professionnelle est vraiment présente. C'est ce côté sérieux et peut-être parce que j'ai fait une expérience de 7 ans en tant que militaire dans l'armée de l'air. Alors peut-être que voilà, je récupère encore, je porte en moi encore ces valeurs de rigueur, sérieux, que les choses soient structurées et carrées par rapport à ça. Ça n'empêche pas bien sûr la fluidité, la légèreté qui s'est installé après et puis par rapport à d'autres choses. Mais pour moi, j'assume le fait d'être aujourd'hui en pleine conscience professionnelle sur le fait de mettre en conformité l'outil SG Autorépondeur et de vous aider aussi à vous mettre en conformité et en tout cas à vous donner maintenant les étapes clés qu'on va lister juste après. Ce qui veut dire que pour pouvoir vous parler aujourd'hui, il a fallu que j'aille d'abord m'informer et me former. Et ensuite expérimenter, parce qu'il n'y a pas que le conceptuel qui compte, c'est aussi comment ça s'expérimente derrière. Donc, du coup, ce qui fait que je suis titulaire de l'attestation de formation SIL DPO. SIL, c'est correspondant informatique et liberté. DPO, c'est, tu peux passer à la slide suivante. DPO, c'est délégué à la protection des données à caractère personnel. Toutefois, voilà, vous pouvez voir l'attestation. C'est un avertissement quand même que je dois vous donner sur le fait que le contenu de ce document n'engage en aucun cas la responsabilité de son auteur. Toute information issue de ce document est à considérer comme la mise en conformité de votre entreprise. Vous êtes invité à vous entourer d'un conseil juridique compétent et accrédité. Ceci dit, tu peux passer à la slide suivante. Je suis apte, en tout cas, à être potentiellement correspondant informatique et liberté pour d'autres sociétés, puisque j'ai l'attestation, ce qui veut dire que je peux mettre en place les éléments de mise en conformité pour n'importe quelle société. Et je ne vais pas le faire, ce n'est pas du tout mon travail, ce n'est pas du tout mon métier, ce n'est même pas du tout mon aspiration. Mais je me propose pendant un certain temps comme ça à intervenir auprès d'acteurs influents tels que Michael Messa sur ce marché. Et donc, pour moi, c'est quand même, ça me tient à cœur de me rendre disponible et donc de me rendre disponible à vous et à vos questions en direct. Je suis vraiment là pour vous. On a organisé ça avec Michael Messa. Michael a un emploi du temps très chargé et il a vraiment souhaité finalement se libérer aussi de son côté. Moi-même, il a été touché sur le fait que je me rende disponible pour sa communauté. Donc, allons-y. On est là pour ça aujourd'hui. Donc, c'est une vraie réforme. Elle est mondiale. Elle est vraiment mondiale. C'est-à-dire que la réglementation s'applique dans tous les pays, même ceux qui sont hors Union européenne. Ça veut dire que ça va se répercuter aussi sur les outils que vous allez utiliser, y compris les outils que vous utilisez qui sont français, mais qui eux-mêmes sous-traitent à des non-français. Donc, ce qui fait que elle est mondiale dans le sens où dès lors que vous gérez des données, je me rends compte que je dois absolument brancher mon ordinateur. Sinon, la conférence va se couper.
j'en ai pour 30 secondes top chrono. Donc, elle est mondiale dans le sens où, dès lors que vous gérez des données à caractère personnel de ressortissants de pays européens, France, Belgique, Allemagne, etc., eh bien, vous devez appliquer la réglementation et vous devez vous mettre en conformité. Donc, vous allez voir, ça va être 4 étapes que je vais vous lister juste après. Ensuite, donc, si par exemple, vous utilisez des outils aussi hors Union européenne, ces outils doivent être en conformité RGPD et encore que c'est très déconseillé. Je vais vous expliquer ça après aussi à la fin de la présentation. Ça concerne les professionnels et les particuliers. Ça veut dire que même si vous ne vendez rien, à partir du moment où vous proposez des services, eh bien c'est suffisant pour que vous deviez vous mettre, pour devoir se mettre en conformité RGPD. Donc, c'est pas parce qu'on est une association qu'on est à l'abri. C'est pas parce qu'on est une institution, genre une mairie, qu'on est à l'abri. Non, pas du tout. Et donc, on doit mettre en place les éléments nécessaires pour se mettre en conformité RGPD. Donc, vous, les infopreneurs, j'imagine que la plupart de ceux qui nous écoutent sont des infopreneurs. En fait, oui, vous devez, ça vous concerne. C'est une réforme qui vous concerne. Il y a 2 volets par rapport à ça. Il y a un volet de protection et un volet de sécurité. Donc, la protection, voilà, il y a des mesures à prendre et on va les voir. Et puis la sécurité, il y en a d'autres et on va les voir aussi. Et donc, vous allez notamment devoir documenter le traitement des données et vous assurer des mesures de sécurité. On peut passer à la suite. Alors, petite précision sur ce que c'est une donnée à caractère personnel. Parce qu'il y a parfois quelques confusions et je vais vous faire une étude de cas très concrète par rapport à ça. Une donnée à caractère personnel, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Et réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement. Alors, exemple, d'après vous, on va regarder un petit peu là ce que vous allez écrire en commentaire, parce que c'était aussi pour moi plus un esprit de web atelier, c'est-à-dire que ça nécessite, ça demande en tout cas, ça invite à l'interaction entre vous et moi sous forme d'atelier et donc sous forme aussi de petits exercices. Si vous le voulez bien, ça donne un petit peu un peu de dynamisme à cette présentation. Vous allez voir que malgré que ce soit une loi, malgré que ce soit un peu délicat comme situation à gérer, eh bien on va rendre cette présentation et cette conférence-là plus légère et plus digeste. Vous allez voir. Donc, merci Véronique qui dit c'est vraiment super ce que tu fais Sébastien. Je vois qu'elle nous salue, elle nous salue tous les deux. N'hésitez pas aussi à interagir donc sur d'autres aspects. Mais là, voici l'exercice. D'après vous, est-ce que si on détient une adresse IP, eh bien, on peut considérer que cette donnée est une donnée à caractère personnel? Alors, je vous écoute. J'attends vos commentaires et vos retours. Seb, je te laisse lire, hein. Je te laisse lire les commentaires des auditeurs et auditrices. Ouais. Je gère parce que je vois que c'est toi qui présentes. Tout à fait. Voilà, je peux pas en fait. Hein. Tout à fait. Tout simplement. Donc, Véronique qui dit oui, Rome qui dit oui. J'attends encore quelques retours parce que nous sommes un certain nombre. Alors là, j'ai pas moi la visibilité sur le nombre de participants. Mais voilà, ça y est, je commence à avoir une série de oui. Martine, Philippe, Patrice, Muriel, Catherine, Dany, Bertrand. Effectivement, c'est une donnée, on doit considérer cette donnée comme une donnée à caractère personnel. Excusez-moi, je prends juste un peu de jus de fruits en même temps. Alors, pour aller plus loin, est-ce que cette adresse IP peut être identifiée? Alors, c'est identifiable, oui, maintenant. Est-ce qu'elle peut être identifiée directement ou indirectement, selon vous? Quelle est la bonne façon de pouvoir identifier cette personne par rapport à l'adresse IP? Est-ce que c'est directement ou indirectement? Alors, vous voyez, j'avais pas prévu cet exercice, mais je vois qu'il est très intéressant et je vais vous expliquer pourquoi l'adresse IP, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on la revoit souvent dans le traitement de données à caractère personnel parce que vous allez aussi voir qu'il y a tous les traitements qu'il faut lister et vous-même en tant qu'infopreneur, j'identifie déjà au moins 2 traitements où il y a une adresse IP qui apparaît dedans.
Et donc, deux traitements que vous faites, parfois même peut-être sans le savoir. Alors, je vois donc Hélène, oui, car le propriétaire de cette adresse IP peut être identifiable. Tariq, mon adresse IP privée de ma Freebox est-elle une donnée privée? Eh bien, justement, c'est ce qu'on vient de voir. Une adresse IP, quelle que soit l'adresse IP, en fait, ça concerne, il y a une personne, on peut identifier une personne privée derrière. Donc, oui. Donc, indirectement, Muriel, Patrice, Benoît, effectivement, tout le monde à l'unanimité. Ah, ok, j'ai une question de Carole qui dit, désolé, c'est quoi une adresse IP? Très intéressant. Une adresse IP, c'est une série de nombres séparés par des points qui permet d'identifier un serveur ou un ordinateur ou une box sur Internet aussi. Par exemple, quand vous vous connectez pour écouter cette conférence-là, vous vous êtes connecté depuis chez vous et chez vous, pour pouvoir vous connecter sur Internet, eh bien, vous vous connectez à travers une passerelle qu'on appelle une adresse IP. Donc, identifiable, mais je ne sais pas comment, Philippe. Donc, justement, les autres ont donné la réponse. Christophe, Bertrand, Sab, Tariq, et on dit indirectement. Pourquoi indirectement? Allez, j'attends encore vos réponses. Pourquoi c'est une donnée à caractère? Alors, c'est une donnée à caractère personnel, certes. On peut identifier une personne physique indirectement, certes. C'est bien ce que vous avez indiqué là. Donc, maintenant, pourquoi? Pourquoi indirectement? Alors, je vois Patricia qui dit via les cookies. Non, pas du tout. Hélène qui dit les autorités publiques, les opérateurs web peuvent avoir accès à l'identité du propriétaire de l'adresse IP. Tout à fait. Mais la réponse, il y a encore quelque chose à compléter. Pourquoi par exemple, moi, en tant que prestataire de service, j'ai accès à l'adresse IP. Par contre, je n'ai pas accès à l'identité du propriétaire de l'adresse IP, sauf s'il l'a renseigné en même temps. Alors ça, c'est un peu particulier, effectivement. Par exemple, si un client SG Autorépondeur s'inscrit, il ouvre un compte SG Autorépondeur, il met son prénom et son nom, et moi, j'enregistre son adresse IP. Donc, effectivement, j'ai l'association. Mais dans votre cas, vous prenez l'adresse IP, je sais pas, d'une personne qui se connecte à la conférence et qui met que un pseudo, par exemple. Eh bien, comment ça se fait alors que cette personne est quand même identifiable indirectement? Il faut des outils pour détecter cette adresse, un sniffer. Non, c'est pas ça. Non plus Muriel qui dit car le nom n'est pas présent derrière peut-être plusieurs personnes. Oui et non, ça dépend effectivement si c'est une adresse IP qui est gérée par une très grande société. Mais alors oui, on va voir aussi, on va voir quelque chose d'autre par rapport à la gestion de données à caractère personnel, parce que de toute façon, à partir du moment où dans un traitement, on considère qu'il y a un certain nombre d'adresses IP qui sont reliées à des personnes physiques identifiables, tout le traitement comme un traitement caractère personnel. Je donnerai un exemple concret avec les adresses email juste après. Mais je vois que c'est intéressant, vous interagissez, donc du coup ça m'encourage et ça m'invite à vous faire des exercices comme ça et à prendre un peu de temps et à m'impliquer davantage au sein de cette communauté. Ça, c'est très intéressant et donc à vous donner encore plus de valeur. Bien sûr, évidemment, dans le temps imparti par Michael, qui va m'autoriser une limite d'horaire plutôt. Donc, bon, je vais raccourcir là parce que je vois que ça coince. Alors, en fait, une adresse IP, pour pouvoir y accéder au nom qu'il y a derrière, eh bien, en fait, oui, les opérateurs web, par exemple, Free, Orange, SFR, ont accès à l'identité de la personne. Mais moi, si je prends l'adresse IP et que je veux savoir qui y a derrière, je ne peux pas contacter SFR directement pour accéder à l'identité. Donc, je dois passer par une plainte, par exemple. Alors, effectivement, donc c'est indirectement identifiable parce qu'il y a des tableaux de correspondance qui existent. C'est le terme qu'on utilise. Mais je ne peux pas directement accéder à ce tableau de correspondance. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est indirectement. Ceci dit, je peux y accéder parce que si je fais une plainte, légitime évidemment, à ce moment-là, ça peut remonter. Donc, il s'agit alors d'une donnée à caractère personnel, donc ça veut dire que je dois me mettre en conformité RGPD par rapport au fait que j'enregistre des adresses IP dans mon système. Vous enregistrez des adresses IP dans vos systèmes, et ne serait-ce que deux systèmes. Votre blog ou votre site internet
À partir du moment où vous avez un blog et un site internet, ça veut dire que vous avez un hébergeur. À partir du moment où vous avez un hébergeur, ça veut dire que vous avez un serveur qui vous est dédié, même si c'est mutualisé. Et donc, à partir du moment où vous avez un serveur, vous avez des enregistrements de logs qu'on appelle des logs Apache et qui contiennent du coup des données à caractère personnel qu'on considère comme des données à caractère personnel puisqu'il y a notamment l'adresse IP, l'heure de connexion, etc. Deuxième traitement que vous faites de données à caractère personnel, peut-être sans le savoir, c'est que quand vous récoltez des adresses email, vous utilisez un autorépondeur ou un service d'emailing ou même un service de webconférence comme celui-ci, eh bien, ces outils enregistrent aussi par défaut l'adresse IP et pour des obligations d'ailleurs, parce que nous, on a des obligations de sécurité et de protection, et donc on enregistre l'adresse IP de la personne qui va renseigner son adresse email pour s'inscrire à la conférence ou pour s'inscrire à la newsletter. Ce qui veut dire qu'il s'agit aussi d'une donnée à caractère personnel. Alors là, c'est encore double parce que si on met une adresse email, eh bien, c'est à nouveau une donnée à caractère personnel. Est-ce que l'adresse email est une donnée à caractère personnel d'une personne physique, donc identifiable directement ou indirectement, selon vous? Alors Christophe qui demande d'aller à l'essentiel, eh bien oui, on va aller à la slide suivante. Ceci dit, le fait de faire ces exercices vous permet de prendre la mesure à quel point il y a une importance à prendre ce plan de conformité RGPD en 4 points au sérieux. Vous les avez sous les yeux, Christophe, comme ça vous pourrez juste les lire là et repartir. Voilà. Et puis de toute façon, vous avez accès au replay aussi derrière. Alors Benoît qui dit directement, Martine qui dit directement. En fait, je vais dire c'est directement et indirectement. Pourquoi? Parce qu'il y a du coup deux types de données. Il y a les données B2B où il n'y a pas de dénomination directe dans l'adresse email du prénom et du nom de la personne. Mais il y a aussi énormément d'adresses email qui permettent d'identifier directement le prénom et le nom parce que des adresses email sont constituées ainsi, prénom.nom@gmail.com par exemple. Et donc, il y a les deux. Ce qui veut dire qu'il y a le indirectement parce qu'on peut mettre un pseudo, comme dit Bertrand, et il y a aussi directement selon comment l'adresse email est construite. Dans tous les cas, il s'agit d'un traitement de données à caractère personnel parce qu'on considère que c'est une donnée à caractère personnel. À partir du moment où il y a un groupe d'adresses email directement identifiables ou même indirectement identifiables, eh bien tout le traitement est à considérer comme un traitement de données à caractère personnel. Voici donc pourquoi vous devez appliquer votre plan de conformité RGPD en 4 points. Premier point, la notion des sous-traitants. Et vous devez, en tant que responsable, alors votre terme à vous, vous êtes des responsables de traitement. Ça, c'est la terminologie qu'on utilise. Donc, en tant que responsable de traitement, vous devez vous assurer, vous êtes responsable du fait que les outils que vous utilisez, les sous-traitants, que ce soit des outils donc techniques ou informatiques, ou que ce soit des personnes, notamment eh bien des freelances, etc., ou des prestataires, vous devez vous assurer que eux-mêmes soient en conformité RGPD. C'est vous qui en êtes responsable. On va voir après. Deuxième point, votre registre. Vous devez renseigner chaque traitement de données à caractère personnel. Je vous ai défini ce que c'était une donnée à caractère personnel et je vous ai défini ce que c'était un traitement et dans quel cadre on devait considérer que du coup, c'est un traitement. Et donc, vous devez aussi renseigner les finalités et la légitimité de la récolte des données. Et puis, on va parler aussi de consentement, de preuve de consentement et d'archivage de consentement. Ensuite, troisième point, vos mentions légales. Donc, vous devez lister vos sous-traitants, indiquer s'il y a un transfert de données hors Union européenne, vous devriez l'indiquer. Vous devez demander l'autorisation, eh bien, aux personnes concernées par leurs données qu'ils veulent bien que vous le fassiez, et mettre vos formulaires opt-in aussi en conformité, ainsi que vos conditions générales de vente et d'utilisation. Donc, on va un peu rentrer là-dedans. Et enfin, point numéro 4, vos procédures. Donc, soyez rassurés, quand on parle de procédure, ça peut être léger et fluide. Hein. Ça peut être par exemple une checklist, ça peut être un document Word qui vous indique les étapes à suivre, etc. En tout cas, ce sont des procédures que vous devez avoir pour qu'elles soient prêtes à appliquer en cas de contrôle ou de violation de sécurité de vos données. On va voir, il y a une particularité sur la notion de violation de données.
Voilà. Christophe qui dit, non, Stéphanie qui dit donc directement car on peut joindre la personne et aussi indirectement. Valère aussi. Merci pour vos retours et votre participation. Donc, on peut passer à la suite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, sachant que de toute façon, on va rentrer un petit peu dans chaque détail. Point numéro 1, les sous-traitants. Les sous-traitants, donc du coup, voici ma préconisation. Vous pouvez envoyer, surtout quand vous avez un doute, à vos sous-traitants, que ce soit freelance, cabinet d'expertise comptable, votre prestataire de solutions de webinaire, de solutions d'email marketing, surtout quand vous savez pas en fait si c'est eux-mêmes qui gèrent les envois d'email et qui sous-traitent. Dans ce cas, vous devez aussi vous assurer que leur sous-traitant soit conformité RGPD. Donc, en qualité de responsable de traitement, j'ai l'obligation de m'assurer que mon entreprise soit conforme à la nouvelle réglementation. En fait, je vous lis pas tout le texte, mais c'est un texte type que vous pouvez envoyer pour demander à vos sous-traitants qu'ils vous confirment la démarche, où est-ce qu'ils en sont en termes de présentation des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement. Voilà. Donc, vous l'aurez ce texte type avec le lien que j'ai envoyé un lien à Mickaël, un lien spécial. Tu l'as reçu, non? Tu l'as pas reçu? Non, je l'ai pas reçu. Par contre, je vous renverrai en fait l'ensemble des documents avec l'email du replay. Comme ça, vous aurez tout en votre possession et vous pourrez le conserver chez vous. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, Mickaël vous enverra donc le lien d'accès en fait aux documents parce que ce que je vous montre là à l'écran, vous n'êtes pas obligé de paniquer et de faire et d'essayer de retaper tout ça à la main parce que vous allez pouvoir faire un copier-coller et puis vous en inspirer en tout cas. Ensuite, donc, et tout à fait, donc ça répond à la question de Véronique qui me demande peut-on obtenir ce PowerPoint en appui pour nous mettre en conformité? Tout à fait, vous allez avoir un lien spécial d'accès aux documents, en plus avec une possibilité d'accéder à une offre spéciale qu'on a en ce moment, qui vous donnera l'ensemble des documents que nous mettons nous-mêmes en place dans notre entreprise, ainsi que le registre, une mind map qu'on a mis en place aussi, où on a décortiqué tout le site de la CNIL et les textes de réglementation. Donc, ça a été un sacré travail qu'on vous économise aussi. Donc, vous allez voir, vous ne pouvez pas refuser ce qu'on va vous proposer. C'est impossible. Donc, passer à la suite. On va passer à la suite. Voilà, donc deuxième point que je vous ai précisé, donc on était sur 4 points, et là maintenant le deuxième point concerne le registre. Vous devez donc mentionner, vous devez en fait tenir un registre. On a beau tourner le texte dans tous les sens, que vous soyez une entreprise de plus de 250 salariés ou une entreprise de moins de 250 salariés ou une association, peu importe, on retourne le texte dans tous les sens, finalement, à devoir même tous et toutes rédiger un registre. Alors je vous montre l'exemple d'une fiche de registre. Évidemment, nous on complète le registre, il y a beaucoup plus d'éléments dans un registre, mais voilà un exemple d'une fiche de registre pour un traitement particulier avec une finalité qui s'intitule dans ce cas-là opération relative à la protection et l'envoi de à la prospection et l'envoi de newsletter. Avec les exemples de données, en fait vous devez lister les données. Prénom, email, adresse IP, date d'inscription. Alors, c'est pas suffisant. Ça va dépendre aussi de vos formulaires. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Quels sont les champs que vous demandez? Et à chaque fois, on doit vérifier. C'est pas obligatoire de mettre ça dans le registre, mais moi, je le mets parce que comme ça me permet de m'assurer qu'à chaque fois, les données sont licites. Donc, on n'ont pas été récoltées de manière illicite, que les données ont été récoltées de manière loyale, que les données ont été récoltées de manière transparente, que les données sont finalement adéquates par rapport à la finalité, elles sont pertinentes par rapport à la finalité et elles sont limitées aux besoins de la finalité. Et la finalité, je vous le rappelle, dans ce cadre-là, c'est opération relative à la protection et à la prospection, et l'envoi de newsletter. Donc, je dois aussi m'assurer que la finalité en elle-même, elle est déterminée et qu'elle est explicite et légitime. Si vous voulez regarder d'un peu plus près, vous pouvez toujours faire des recherches. Mais en tout cas, il y a les articles 5 qui sont aussi mentionnés tout en bas du tableau, qui sont peut-être écrits un peu petits là. Donc, vous les verrez aussi dans le document que Mickaël vous enverra.
Je dois aussi m'assurer de mettre en place, de savoir quelle est la durée de conservation des données. C'est pour ça que vous, en tant que responsable de traitement, quand vous utilisez des outils, il faut que les outils soient hyper transparents sur l'ensemble des traitements qu'ils font des données que vous leur confiez. Et y compris l'abonnement à la newsletter, ce qui veut dire que nous, on va vous dire, écoutez, chez Edge Autorépondeur, ce que vous pouvez être certain dans votre registre, c'est de mettre que la durée de conservation des données ne dépassera pas la durée de l'abonnement plus 13 mois. Ensuite, il y a, alors si je vais trop vite, vous me dites aussi, hein, parce que je sais que j'essaye d'être léger, j'essaye d'être aussi, que ce soit digeste pour vous, donc d'être très pédagogique, je pense l'être d'ailleurs, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir aussi des points pour certains d'entre vous à voir. Donc, j'ai pas compris la question de Tariq qui dit pourquoi 1 dans la fiche exemple. Ah, numéro 1. Donc, pourquoi? Parce que ça, c'est ma première fiche de registre dans mon registre à moi. Donc, je l'ai extrait du registre. Là, je vous donne en fait un extrait de ce qu'il doit y avoir dans un registre. Évidemment, après, par le lien que Michael vous donnera, vous pourrez accéder à beaucoup plus de documents et notamment au registre complet réservé à en fait une offre spéciale par rapport au fait que vous utilisez SG Autorépondeur parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment dur. Donc, ce qui fait qu'on veut pas c'est pas juste, ça serait pas juste de donner ça comme ça, le fruit d'un travail de plusieurs milliers d'euros à ceux qui n'utiliseraient pas SG Autorépondeur derrière et qui pourraient en faire une utilisation détournée, donc qui ne conviendrait pas. Donc, par contre, voilà pourquoi il y a marqué numéro 1 sur ce fiche de registre, parce que c'est la première fiche de registre. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est parce que à ce moment-là, on a encore à creuser sur le fait que l'adresse IP est récoltée de manière transparente. Maintenant, en fait, vous voyez, c'est plus le cas. On a la réponse, mais du coup, voilà, ça permet de voir un exemple sur le fait que la CNIL appréciera mieux que vous ayez des points d'interrogation lorsque vous avez des doutes, plutôt que vous ayez mis des coches et qu'après ils se rendent compte que vous avez été délibérément dans l'impasse. Ok. Et donc après, il y a aussi la licéité du traitement. Ça veut dire que le traitement, il y a deux façons principales de récolter les données et donc de justifier que ça a été juste de récolter cette donnée-là. Il y a le consentement du destinataire et il y a l'obligation légale. Il y a d'autres types de licéité, mais les deux principales qui nous concernent, c'est ça. Donc, les obligations légales, pourquoi? Parce que ça peut être, par exemple, quand on fait une facture, on est obligé de faire une facture quand il y a une transaction dans l'entreprise. Donc, si on est obligé de faire une facture, on est donc obligé de récolter les données qui sont nécessaires à l'élaboration d'une facture parce que c'est indiqué ce qui doit être présent dans une facture de manière obligatoire et légale. Vous voyez? Donc, ça, c'est une autre licéité. Et le consentement, dans le cadre d'une newsletter, c'est le consentement. Donc, dans ce cas, il faut aussi bien récolter la preuve du consentement et archiver la preuve du consentement. Donc ça, c'est quelque chose que on verra si vous voulez qu'on voie ça à la fin de la conférence parce que c'était pas prévu, mais on peut en parler. Donc ensuite, vous devez mentionner si le transfert hors Union européenne se fait ou pas. Et alors là, si vous faites un transfert hors Union européenne, vous vous mettez en péril sur la conformité RGPD, ça c'est évident. Donc, on peut passer à la suite. Troisième point qu'on avait eu sur les 4 points de votre mise en conformité RGPD, les mentions légales. Donc, il y a des éléments qui doivent être obligatoirement indiqués dans vos mentions légales sur votre site Internet. Et voilà, j'en liste quelques-uns, surtout ceux qui, en fait, les points essentiels par rapport à une entreprise de moins de 10 salariés, donc par rapport à notre communauté, ici des infopreneurs. Alors, il y a des éléments qui ne changent pas par rapport à avant. L'identité, les coordonnées du responsable du traitement. Pardon. Par contre, voilà, maintenant, il va y avoir le fait de mentionner les finalités du traitement ainsi que la base juridique du traitement, les destinataires ou les catégories des destinataires des données à caractère personnel. Ce que j'entends par les destinataires, enfin, ce qu'ils entendent par les destinataires, c'est notamment les sous-traitants. Et le cas échéant, le fait que le responsable de traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données vers un pays tiers, donc hors Union européenne, et dans ce cas, avec toutes les obligations que ça implique, la lourdeur que ça implique de faire ça, et en plus
finalement le risque qui s'agrandit de ne pas être en conformité RGPD. On peut passer à la suite. Il y a aussi donc la durée pendant laquelle les données sont conservées, donc ça doit apparaître. L'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel et la rectification ou l'effacement de données. Ce qui veut dire concrètement que quand vous utilisez SG Autorépondeur comme étant la solution que vous utilisez pour envoyer vos emails, eh bien, SG Autorépondeur souhaitant se mettre en conformité et surtout aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire vous faciliter votre démarche de mise en conformité, eh bien, met tout en œuvre dans sa plateforme pour être ce qu'on appelle privacy by design et by default. Je parle à moitié espagnol et moitié anglais. Donc, eh bien, en fait, cette terminologie privacy by default, ce qui veut dire que nous mettons en œuvre toutes les fonctionnalités par défaut qui font que nos clients SG Autorépondeur sont par défaut conformes RGPD quand ils utilisent SG Autorépondeur. Exemple, par rapport à ce que je viens de dire sur les mentions légales, quand la personne reçoit un email de votre part, désormais, alors c'est une histoire de jours ou de 2 semaines, en tout cas ce sera prêt en mai 2018 parce que c'est la date d'application du présent règlement, 25 mai ou 26 mai 2018, c'est pas important au jour près. En tout cas, dans quelques jours, nous, ce sera déjà le cas, c'est-à-dire que quand la personne clique sur le lien de désinscription dans votre email, eh bien, ça va apparaître où elle peut modifier ses coordonnées, elle peut supprimer ses coordonnées, elle peut voir la preuve de consentement qui a été archivée, donc elle peut vérifier que finalement c'est bien elle qui s'est inscrite et la preuve de consentement est affichée. Ça, c'est une nouveauté. Donc ça veut dire qu'elle peut voir l'URL sur la page sur laquelle elle s'est inscrite, elle peut voir qu'elle s'est inscrite en simple ou double opt-in et elle peut voir l'adresse IP avec laquelle elle s'est inscrite. Elle peut voir tout ça. Ce qui veut dire que vous, en tant que responsable du traitement, ça vous enlève une épine du pied considérable. Alors, je sais que peu d'outils le proposaient et que peut-être maintenant, quand les gens vont m'écouter, ils vont faire ça aussi dans leurs outils. Mais du coup, en fait, ça vous enlève une épine du pied parce que du coup, vous étiez de toute façon responsable sur le fait que vous devez archiver la preuve de consentement et que vous devez pouvoir à tout moment donner cette preuve de consentement à vos destinataires lorsqu'ils vous le demandent. Bah, du coup, ils n'ont plus besoin de vous le demander. Ils peuvent cliquer sur le lien. Le sous-traitant n'est pas obligé de faire ça, de mettre en œuvre ce que je suis en train de mettre en œuvre là. Il peut simplement dire, ben voilà, vous avez tous les éléments, vous ouvrez la fiche de l'abonné, vous l'envoyez à l'abonné. Bah, du coup, ça vous fait des démarches quoi, en supplémentaires. Donc, on vous retire un maximum de démarches. On peut passer à la suite. Voilà, donc après, bien sûr, il y a la notion de consentement, d'où proviennent les données, la source, etc. Et l'existence d'une automatisée, y compris filage. Alors, ça veut dire que quand vous utilisez SG Autorépondeur pour envoyer vos newsletters et que vous utilisez particulièrement une fonctionnalité qui s'appelle la segmentation comportementale, ou même que vous utilisez une fonctionnalité qui, en fait, va détecter ceux qui cliquent et va leur envoyer à nouveau une campagne particulière. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le profilage, la prise de décision automatisée. Et donc, ça doit apparaître dans vos mentions légales comme quoi vous utilisez, eh bien, vous utilisez ce principe de prise de décision automatisée. De toute façon, à partir du moment où vous utilisez un outil de marketing qui automatise certaines tâches dans votre entreprise, en fait, vous utilisez ce principe de décision automatisée. Donc, vous devez le mentionner vous devez le préciser, dans vos mentions légales. On peut passer à la suite. Alors, je regarde un petit peu les questions, ça me semble pertinent là. Donc, Patricia, est-ce que la notion de transfert de données concerne par exemple les envois d'emails à des contacts qui sont à l'international? Non, c'est pas pareil. Sauf si… Non, en fait, ça concerne les envois d'emails à des contacts si vous utilisez des outils qui sont hors Union européenne pour le faire. Par contre, si vos contacts sont, eux, basés dans des pays étrangers, c'est pas pareil. En fait, la notion de transfert de données, c'est si vos données, vous les faites gérer par des tiers qui ne sont pas en Union européenne.
Et on va voir ça après. J'ai une planche spécifique sur le transfert hors Union européenne. Dany qui demande: je ne vends rien sur mon blog et ne demande pas d'informations. Dois-je tout de même inclure une page de mention légale? Oui, parce qu'à partir du moment où vous proposez un service tel que du contenu pédagogique sur votre blog, eh bien, vous récoltez, ne serait-ce que le fait que des personnes visitent votre blog, vous faites de la récolte de données. Ne serait-ce que les personnes, quand ils laissent des commentaires sur votre blog, vous faites encore un deuxième traitement. Ça veut dire que vous avez au moins 2 traitements par rapport à votre blog. Donc, vous devez faire effectivement une page de mention légale en bonne et due forme. Dany, tout à fait. Sylviane, y aura-t-il un replay? Je n'ai pas pu prendre au départ la conférence. Oui, Sylviane, il y aura un replay avec même du contenu qui sera offert par Michael. Donc par moi-même, mais par le biais de Michael. Tariq, si un de nos prospects est dans un pays qui n'a pas encore les RGPD instaurés, quelle loi s'applique? Celle du pays du prospect ou du nôtre? Non, du pays du responsable du traitement, donc le vôtre. Laura, vous assurez la traçabilité du contenu des pages opt-in chez SEO Autorépondeur, cela fait beaucoup de données. Effectivement, du coup, nous, ça nous fait des données. On le faisait déjà, pour ne serait-ce que parce que nous, en fait, on considère la gestion des données à caractère personnel comme un risque métier avant tout, ce qui veut dire que quasiment 70% de notre, on était déjà à 70% conforme RGPD. Le plus dur, finalement, c'est les 30 derniers pourcents. Je pense que là, on doit approcher les 80% maintenant. Et en fait, on assure la traçabilité du fait, pas du contenu, mais du lien de la page opt-in. Ce qui veut, et je pense que ce sera, en fait, tout ce qui est consentement, preuve de consentement, c'est déjà une conférence à part entière qui nécessite une demi-heure de temps pour rentrer dans les détails sur comment faire pour archiver la preuve de consentement et comment faire pour s'en sortir. Ce qui veut dire que dans tous les cas, Laura, oui, en utilisant SG Autorépondeur, vous avez en tout cas, vous serez majoritairement tranquille. Parce qu'on va vous préconiser la meilleure façon de faire pour que vous soyez tranquille sur la manière de récolter les données à caractère personnel, de faire la preuve de consentement et de l'archiver aussi. Ok. Donc, en cas de collecte indirecte, on me demande souvent, oui, mais si je récolte une carte de visite dans un salon, dans un séminaire, que je prends aussi, par exemple, une feuille de papier et que je laisse les personnes inscrire leur adresse email, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on appelle ça la collecte indirecte et ça veut dire que les mentions légales doivent être fournies dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données et au maximum 1 mois après. Mais par contre, si vous utilisez ces données à des fins de communication avec la personne concernée, donc dans ce cas, c'est au plus tard au moment de la première communication à cette personne-là. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris déjà tout ce qui a été dit? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est aussi assez simple dans la façon dont je voulais exprimer? Vous pouvez me confirmer ça, comme ça on peut voir aussi les points noirs que vous avez de votre côté. Michael, de ton côté, est-ce que toi aussi c'est simple ou clair? Alors, par exemple, Seb, quand on fait de la publicité via Facebook ou quand on achète donc du lead et tout ça, comment ça se passe alors par rapport à cette réglementation? Alors ça, ok, c'est très bien cette question parce que ça m'invite à vous donner un élément important sur la façon de vous mettre en conformité RGPD. Laura qui dit merci Sébastien, Tariq, oui, ça a été clair pour lui. Alors, ma façon de procéder et la façon, de toute façon, qui a été, ah oui, pour vous dire, en fait, moi, je j'invente pas tout, hein, c'est-à-dire que là, je me suis formé auprès d'un docteur en droit spécialisé dans les nouvelles technologies, dans l'informatique et liberté. Il a suivi de très très près en fait toute la négociation de la mise en place du règlement auprès du cabinet du Premier ministre parce qu'il a été sollicité en tant que consultant spécialisé pardon. Et donc en fait clairement pour moi c'est le meilleur. En fait je me suis formé auprès du meilleur selon moi. Ce qui veut dire que au-delà de bien sûr de sa crédibilité, docteur en droit évidemment ça veut dire qu'il est aussi enregistré au barreau, etc. En fait, il invite à ce que on passe la mise en conformité en prenant les risques les plus élevés jusqu'aux risques les moins élevés. Ça veut dire que par rapport à ta question, Michael, sur la gestion d'une page Facebook, la gestion d'un compte YouTube, etc.,
En fait, pour moi, ça, c'est les risques que je vais aborder en dernier. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, en tant que responsable de traitement et sous-traitant, moi, je vous sensibilise essentiellement sur les risques les plus importants, y compris la donnée de gestion par rapport au fait de faire des campagnes commerciales et par le biais de SG autorépondeur. Donc, les emails, les campagnes marketing, etc. En fait, tout ce qui va être risque à voir en dernier, ça va être en même temps les risques à voir plus en profondeur. C'est les risques qui sont les à voir en dernier, mais qui nécessitent que ce soit encore plus délicat. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, pour moi, ce serait erroné de répondre à cette question-là et pas approprié en l'état de la sensibilisation qui est celle d'aujourd'hui. Et donc voilà, pour moi, ça c'est les risques que je vois en dernier et que je vous recommande de voir en dernier parce que au moins on voit les risques les plus grands et qui sont en même temps les plus simples à mettre en œuvre, qui sont les plus simples, disons, à se poser dessus. Et une fois qu'on fait ça, donc je t'invite, Mickaël, aussi à voir ça, commencer à mettre en place ton registre, etc. Une fois on s'est mis en mouvement, à ce moment-là, on voit en fait de plus en plus les risques. Par exemple, moi, les premiers risques que je vois, c'est la gestion des données de newsletter, la gestion donc des prospects, des clients et des salariés. C'est les trois premiers éléments et tous les traitements autour de ça. Et j'ai déjà du travail avec ça. Ensuite, une fois dont j'ai la maîtrise ou dont je sais comment fonctionnent les sous-traitants. Et une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à les creuser de mince, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à PayPal? Qu'est-ce qui se passe par rapport à Facebook, etc. Donc ça nécessite même de faire une intervention spécifique là-dessus. Okay. Ensuite, donc Steph qui demande, quelqu'un m'a envoyé un message commercial en disant que j'avais reçu le message parce que je faisais partie de son réseau LinkedIn. Est-ce que c'est conforme? Eh bien, non. Ce ne sera plus conforme. C'est déjà borderline, je trouve, mais ce sera du coup clairement plus conforme du tout. Sab qui dit concrètement, si on utilise SG autorépondeur, quelles sont les actions qui restent à réaliser à notre niveau? Les 4 étapes, ça, vous pouvez pas vous en défaire non plus. C'est-à-dire que elles sont là, elles vous incombent de les mettre en œuvre, ces 4 étapes que je suis en train de vous lister. Mais ceci dit, parmi ces 4 étapes-là, il y a des éléments en profondeur qu'on vous épargne en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc, par exemple, par rapport à SG autorépondeur, parce que ça c'est mon expertise, vous allez devoir en fait changer vos formulaires sur vos sites internet. Vous allez devoir mettre des phrases spécifiques. Qu'on va voir ça dans les documents que qu'on va vous remettre. Alors ce document-là vous sera remis gratuitement et les autres vous seront remis par rapport à une offre spécifique. Parce que pareil, on a travaillé dessus de nombreuses heures et ça a coûté une sacrée somme d'argent. Donc pour nous, c'est juste de le remettre à ceux qui nous font confiance par rapport à cette offre-là, qui veulent utiliser SG Autorépondeur, qui s'engagent au fait de nous faire confiance. Et donc nous, forcément, par retour, on s'engage aussi à leur mettre vraiment tout dans leurs mains pour faciliter cette démarche-là. Donc, ce qui veut dire que oui, il y a des changements à faire sur vos formulaires opt-in, il y a des changements à faire sur votre page de mention légale, sur votre site internet, par rapport au fait que vous utilisez SG Autorépondeur. Par contre, sur la façon dont les données sont gérées, SG Autorépondeur va tout mettre en œuvre. Par exemple, ce que vous n'aurez pas à faire, c'est, exemple, une donnée, lorsqu'il n'y a plus de relation entre votre prospect et vous, au bout de 3 ans, vous ne pouvez plus l'utiliser. Eh bien, SG Autorépondeur s'en occupe. C'est nous qui gérons cet aspect-là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vérifier, de faire le nettoyage, le tri, etc. Bon, je donne un exemple, il y en a d'autres. Voilà pour répondre à Sab. Catherine, faut-il prendre un avocat juriste pour se mettre en conformité? Pas obligatoirement, ça va dépendre surtout de la complexité de votre entreprise et des traitements que vous allez avoir. Ceci dit, si vous faites appel à un correspondant informatique et liberté, lui-même est apte à vous donner les étapes et à vous conseiller et à faire les audits aussi suffisants à partir du moment où ils ont une attestation, évidemment.
ils peuvent faire ça pour vous. Christina, bonjour Mika, Sébastien, j'arrive en cours de route. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, tout à fait. Laura, qui contrôlera l'application de cette réglementation? Donc, il va y avoir 2 organismes de contrôle pour nous. Pour l'instant, c'est la CNIL, si on est en France, mais il va y avoir un organisme européen. Ils sont en train de se mettre aussi, ils sont en train de se mettre tout en raccord, en fait. Avant, il y avait un organisme de contrôle par pays. Et donc, maintenant, ils sont en train de créer une espèce de, je sais pas trop comment appeler ça, mais une organisation centrale au niveau européen. Donc, les contrôles seront principalement effectués sur dénonciation pour les TPE. A priori, oui. Mais du coup, attention, il peut y avoir des dénonciations de différents types, Laura. Il peut y avoir des dénonciations par rapport au fait que le prospect a un doute, parce qu'il va y avoir des éducations qui vont être faites aussi en masse. Donc chez les prospects, chez les clients, ça va être comme c'est comme un tsunami. Donc ça va avoir une vague, une répercussion. Ça va même jusqu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a certaines entreprises, elles en tremblent actuellement. J'ai eu ce retour récemment, là, même de marketeurs. Donc, oui, il y a les dénonciations des prospects ou des clients, par exemple, parce que vous n'avez pas été clean avec eux. Et puis, il peut y avoir des dénonciations aussi de concurrents qui, finalement, vont jouer la carte de la RGPD, vont se dire, bah, nous, on est conforme, lui, il n'est pas conforme. On va le dire que, enfin, on va demander à la CNIL, on a un doute sur sa conformité. Donc voilà. Est-ce qu'on a a-t-on droit à l'erreur si on prouve notre bonne foi? Eh ben en fait, oui et non. C'est-à-dire que l'effet de oui, c'est la première fois, ok, on vous fait un avertissement, ça va moins exister parce que la CNIL, en fait, elle est maintenant soumise aussi au fait de suivre ce règlement et donc de suivre les critères de contrôle qui sont écrits noir sur blanc sur le règlement et de suivre la façon dont l'amende doit être prononcé qui est aussi écrit noir sur blanc sur le règlement. Donc le fait de dire oui, on se connaissait, bon, on va s'arranger, ça sera aussi largement diminué. Sab qui dit merci pour la réponse, mais concernant le registre, peut-il être automatisé? Bah moi là actuellement, je ne vois pas comment l'automatiser parce que je dois aller voir vraiment tout ce que je mets en place. Enfin, pour moi, ça me paraît utopique pour l'instant. Par contre, il y aura un logiciel qu'on vous enverra par un partenaire qui a accepté de l'offrir, donc aussi dans le cadre de l'offre qu'on met en place et que Mickaël vous enverra avec son lien. Donc du coup, ça peut être facilité, mais de là à automatiser. Nous, le fait qu'on vous donne déjà notre propre registre, ça vous facilite énormément le truc parce que vous avez plus grand-chose à vérifier ou à remplacer. Tariq, le fait d'avoir, comme tu disais, des commentaires sur nos blogs nous oblige à nous mettre en conformité RGPD. Est-ce que c'est le cas, même si nos utilisateurs n'utilisent que des pseudos et pas leur vraie identité? Oui, parce qu'à partir du moment où il y a un commentaire, il y a l'enregistrement d'une adresse IP. S'il y a l'enregistrement d'une adresse IP, il y a donc derrière une personne physique identifiable, même si c'est indirectement. Et deuxième oui, parce que même s'il y a des utilisateurs qui n'indiquent pas leur pseudo, eh bien, à partir du moment où il y a des utilisateurs qui n'utilisent pas des pseudos, qui utilisent leur vrai prénom et leur vrai nom, l'ensemble du traitement est à considérer comme un traitement de données à caractère personnel. C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Ok, on peut passer à la suite. On a bientôt fini. Bon, ça on peut passer, c'est pas important. C'est juste pour dire que si vous vous êtes trompé, si vous avez mal fait, on va dire votre travail en amont, et que finalement les données vous voulez les utiliser pour une autre finalité que celle qui a été validée par le prospect ou le client, ben en fait du coup il vous faut vraiment fournir les informations par rapport à cette autre finalité et refaire une demande de consentement, etc. Ok? Quatrième et dernier point sur cette mise en conformité, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Vous avez vu qu'il y a eu quelques exercices très pertinents. Non, voilà. Très pertinents et intéressants pour vous sensibiliser vraiment sur ce règlement-là, de manière légitime. Donc, toutes les entreprises en parlent aujourd'hui, tous les fournisseurs consciencieux en parlent de manière très approfondie, conseillent au mieux leurs clients, ils font des articles sur leur blog, ils font des conférences comme celle-ci,
Ils mettent en place des outils dans leur plateforme. Nous, par exemple, au sein de SG Autorépondeur, on aura un onglet spécial votre conformité RGPD. Vous allez pouvoir vérifier et on va pouvoir vous dire attention, on a 30% de vos données, ça nous semble limite concernant la preuve de consentement. En tout cas, nous, on n'est pas en mesure de la prouver. Donc, voyez comment vous pouvez faire pour remédier à ça. On vous fait un audit sur votre compte SG Autorépondeur. On va vraiment plus loin pour vraiment vous faciliter ça au maximum. Donc, certains outils vont plus ou moins faire ça avec. Ils sont pas obligés. Hein, on n'est pas obligé nous SG Autorépondeur de faire ce qu'on fait là. Mais disons que dans tous les cas, on en parle. Tout le monde en parle. C'est quelque chose qui est massif aujourd'hui. Donc, les DCP, c'est les données à caractère personnel, pour répondre à Alan. Alors, les procédures, il y a 3 types de procédures que j'identifie. Des procédures de sensibilisation, donc qui vont me permettre, en fait, c'est des documents, voilà, que je peux par exemple remettre à des nouveaux collaborateurs pour les sensibiliser, leur dire, OK, voilà, tu dois faire attention. Quand tu rentres dans cette entreprise, eh bien, cette entreprise est obligée de se mettre en conformité RGPD et de rester en conformité RGPD toutes les années qui viennent derrière. Et donc, attention à toi quand tu fais ça, ça et ça au niveau de ton poste de travail. Les sous-traitants, c'est pareil. Donc, au moment où je choisis un nouveau sous-traitant, m'assurer que ce sous-traitant-là soit conforme RGPD. Donc, par exemple, la procédure que je vais avoir de sensibilisation, ça va être ma lettre type. Et m'assurer que dans cette procédure, par exemple, c'est ma checklist en disant, OK, point 1, je m'assure que le sous-traitant soit conforme RGPD. Point 2, je vérifie les mentions légales qu'il a mentionnées et je vérifie la liste des sous-traitants que lui-même utilise. Point 3, je vérifie que le sous-traitant qu'il utilise soit aussi conforme RGPD et je demande à mon sous-traitant qu'il m'assure que son sous-traitant soit conforme RGPD et qu'il présente les garanties suffisantes. Et les prestataires, par exemple les freelances, des prestataires extérieurs, des entreprises consultants, etc., etc. Ensuite, les procédures de vérification. Donc, ça veut dire que régulièrement, je dois m'assurer que l'ensemble de mes traitements soient conformes et donc je dois m'assurer du respect constant de la conformité RGPD. Donc, pour ça, je m'appuie sur un document que je rédige et comme ça, je n'ai qu'à suivre ce document-là, par exemple, une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Et ensuite, troisième type de procédure, les procédures liées à la sécurité. Par exemple, la mise en place, quelles sont toutes les mesures de sécurité qu'on a mis en place dans l'entreprise et quelles procédures je dois appliquer en cas de violation des données. Il faut savoir que s'il y a une violation des données, c'est-à-dire un piratage ou une fuite ou quelque chose comme ça, eh bien, on doit avertir l'organisme de contrôle sous 72 heures après avoir connaissance de ce fait. Et ensuite, du coup, suivre toute la procédure qui va bien, c'est-à-dire colmater, faire une analyse de l'impact, etc., etc. Voilà, on peut passer à la suite. Donc, les procédures, c'est pareil. Nous, tout ce qu'on va mettre en place, on va les remettre. On va les remettre pour ceux qui nous font confiance. Ceci dit, au moins, j'ai fait ma part du travail de vous sensibiliser sur ça. Vous pouvez aussi de vous-même prendre de nombreuses heures et dépenser des milliers d'euros parce que c'est quand même un coût non négligeable par rapport à ça. Et vous savez quoi faire. Ça, pour moi, c'était essentiel. C'est vous savez quoi faire aujourd'hui en ressortant de cette conférence-là. J'ai fait vraiment tout le travail que je devais faire par rapport à ça pour vous et de la sensibilisation qui est voilà, Michael a été sensible aussi à ça, il a fait son job par rapport à cette conférence-là aussi parce que en fait lui-même a le devoir de conseil en tant que responsable de traitement quand on a des clients ou des prospects et surtout si on a un marché qu'on éduque régulièrement, eh bien on est aussi soumis au devoir de conseil. Donc, Michael et moi sommes en train de remplir notre devoir de conseil actuellement et on a fait notre job parce qu'on le fait avec, en plus, Michael aussi le fait beaucoup avec le cœur, comme moi, on a des valeurs communes et voilà, ça y est, vous avez en tout cas tous les éléments qu'il vous faut pour vous mettre en conformité. Alors, dernière parenthèse sur le transfert hors Union européenne. Il faut savoir que les transferts vers un pays tiers ou une organisation internationale sont régis par les articles 44 et S, que le transfert ne peut avoir lieu que si toutes les dispositions sont respectées.
Quoi qu'il en soit, il faut savoir que, en résumé, si vous faites un transfert de données hors Union européenne, c'est-à-dire si vous utilisez un autorépondeur hors Union européenne, si vous utilisez un outil de marketing, quel qu'il soit, de webinaire hors Union européenne, vous augmentez considérablement les risques de mettre en péril votre conformité RGPD. En plus, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment pertinent? Vous avez des outils en français qui répondent à tout et de manière aussi professionnelle et aussi appliquée, aussi soignée, voire même plus soignée que d'autres outils hors Union européenne. Donc voilà, parce que notamment, même si le pays est à un niveau juridique suffisant et qu'il est accrédité ou validé par l'organisme de contrôle, eh bien tous les 4 ans, c'est réévaluable. Il suffit qu'il y ait des enjeux politiques pour que 4 ans plus tard, vous deviez tout rechanger dans votre entreprise. Donc voilà, et hormis ça, il y a aussi, vous devez vous assurer que le prestataire américain que vous utilisez ou que le prestataire américain que votre prestataire français utilise, parce que ça aussi c'est le cas, présente les garanties suffisantes. Et croyez-moi qu'il y a du travail et que certaines entreprises américaines ne vont pas être conformes RGPD à temps, en tout cas. Le niveau de protection, en plus, il faut que le niveau de protection des données à caractère personnel ne soit pas compromis, donc pour le responsable du traitement, pour le sous-traitant et pour les transferts ultérieurs. Voilà. Ensuite, la suite. Seb, j'ai une question pour toi. Oui. Donc, si l'influenceur ou le responsable de traitement donc, habite et a son entreprise dans un pays où la RGPD pour lui ne s'applique pas? Eh ben, en fait, il est dans un pays, par exemple, on va dire, oui, je suis tranquille, je suis dans un paradis fiscal. Voilà. Est-ce que je dois me mettre en conformité RGPD? Ben oui, parce que à partir du moment où j'ai des prospects ou des clients ressortissants de l'Union européenne, eh bien, je fais du traitement de données à caractère personnel considéré par ce règlement. Et donc, voilà. Je vois des questions aussi. Donc, Véronique qui dit « Yes, Michael et Sébastien, c'est super ce que vous faites. » Christina qui dit « Merci à tous les deux pour cette conférence, vous êtes top. » Muriel qui dit « Finalement, c'est toujours le même problème quand des puissants font des erreurs. Ce sont les petits qui trinquent et doivent se faire eux-mêmes. Ils ont les moyens de payer. » Oui, donc après, il faut savoir qu'un sondage a indiqué que 70% des entreprises finalement, approuvent en fait cette démarche-là, se disent que finalement c'est une bonne démarche, c'est une démarche qui amène la professionnalisation du marché. Le marché des infopreneurs est également en train de se professionnaliser, donc pour moi en tant que prestataire, c'est aussi une bonne chose finalement. Ça évitera les pratiques déloyales parce que croyez-moi, même les petits, il y en a qui en fait sont un petit peu se disent bon allez ça passe, voilà. Même parmi des petits infopreneurs. Hein, donc, du coup, ça professionnalise. Et croyez-moi, soyez rassurés sur le fait qu'une fois que c'est fait, cette démarche-là, en fait, vous savez, c'est comme les impôts. Hein, vous dites la première fois, ça fait mal, et après les fois suivantes, ça passe tout seul, parce que vous allez au-delà de ça. Vous êtes là pour rendre service au monde. Vous êtes là pour apporter votre valeur dans ce monde. Vous êtes là pour contribuer, pour rayonner. Donc, en fait, vous êtes si quelque chose qui est lié au fait d'être professionnel vous freine, ça veut dire que peut-être votre place n'est pas finalement légitime. Donc, en fait, si vous considérez que votre place en tant que professionnel dans ce marché est légitime, c'est pas ça qui va vous freiner. Et je rajouterais également que, merci Seb, je rajouterais également que ça permet de crédibiliser aussi votre activité, votre business vis-à-vis de vos clients et de vos contacts. Tout à fait. Ça, tout à fait, effectivement, ça vous donne une revalorisation de qui vous êtes au final. C'est ça que ça apporte. Alors, mais que faire si on travaille tout le temps en partenariat avec les USA? Écoutez, maintenant vous savez quoi faire. c'est à vous de choisir. Et de prendre les responsabilités qui vont avec et d'assumer les conséquences qui vont avec.
Ensuite, Philippe, merci beaucoup pour nous avertir ainsi. J'étais à milieu de savoir que ça allait être si décourageant. Donc, Philippe, vous voyez, est-ce que c'est finalement si décourageant par rapport à ce que je viens d'évoquer là? Muriel, comme ça, ok. Martine qui dit merci beaucoup. Je prends donc la décision de ne pas travailler sur Internet car ces obligations sont trop lourdes et non engageantes. Voilà. Donc il y a effectivement, voyez exactement, c'est exactement ce qui est bon en fait. C'est qu'il y a des personnes qui vont se dire, moi, je me retire. Et ça veut dire que vous qui dites, non, moi, je ne me retire pas et je fais ce qui est nécessaire, ça va me durer quelques heures, mais après, je suis tranquille. Eh bien, en fait, vous allez avoir un marché qui va être plus grand pour vous, qui va être, vous allez avoir votre place encore plus assumée et les personnes vous laissent finalement, ils se disent, moi, je me retire, je me sens pas à ma place. Tiens, je te laisse ma place. Vous voyez, donc c'est juste énorme ce qui est en train de se passer. Donc Dany qui dit merci pour cette conférence, Christinan qui dit j'adhère totalement à votre discours, Catherine qui dit oui c'est ça, merci pour toutes ces infos, en tout cas excellent. Plus on est transparent, mieux on vend, qui dit Laura. Philippe, bon d'accord, ça me découragerait pas alors. Philippe donc du coup qui fait un revirement de situation. Véronique, oui je ne sais pas faire autrement que de travailler avec les USA. Donc j'entends bien qu'il y a effectivement une recherche à faire, une réflexion. Prenez-vous, faites-le à votre rythme. Vous ne mettez pas non plus une pression parce que sinon ça peut couper votre énergie et ce qui n'est pas non plus favorable à votre activité. Mais en tout cas, faites-le, rentrez en action et soyez sensibilisés à ça. Mettez-vous en mouvement par rapport à ça, à votre rythme, mais sans non plus vous mentir à vous-même. Ok. Ben, moi, on passe à la suite pour voir ce qu'il y a derrière. Je crois que c'est bon. J'adore vraiment le contenu de cette conférence. Donc merci. Bon, ça c'est ouais, voilà. On enverra le bon lien du coup. Michael enverra le bon lien. Merci et donc je vous souhaite une bonne conformité. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, merci Sébastien, à toi donc d'être intervenu auprès de mes contacts parce qu'effectivement, et pour moi c'est très important que tout le monde soit au courant et moi le premier, effectivement en tant qu'influenceur dans l'entrepreneuriat francophone. Merci également à vous, chers membres, chers contacts, voilà. Et chères personnes que l'on se croise régulièrement à différents événements francophones, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui, en tout cas de vous lire aujourd'hui. Et en tout cas, pourquoi j'ai également tenu à ce que l'on maintienne cette conférence aujourd'hui avec Sébastien, parce qu'effectivement, aussi bien Sébastien que moi, nous avons un emploi du temps très chargé, mais parce que la mise en conformité avec le RGPD, c'est pour bientôt. Voilà, c'est dans 2 mois et demi à peine. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à vous y intéresser très lourdement. Vous devez agir j'allais dire en conséquence entre guillemets, pour mettre dans le bonne et due forme votre business afin de le faire passer à un niveau supérieur. Moi, je l'ai fait il était déjà en conformité avec le marché francophone, mais on a encore apporté une nette amélioration par rapport à tout ceci suite à différents éléments. Et donc, c'est vraiment important pour vous, pour votre activité, pour vos clients, pour savoir encore mieux vos clients, encore mieux vos prospects, vos contacts, d'être vraiment professionnel au maximum afin que vous soyez tranquille juridiquement parlant. Parce que si demain, un concurrent peut vous voir et pour X ou quelques raisons, vous pointez du doigt à la CNIL ou autre, un client mécontent, un prospect mécontent. Donc, soyez au maximum en conformité avec cette loi qui finalement ne prend pas tant de temps que ça. Si ça prend une petite journée, donc c'est quelques heures, quoi. Surtout avec les bons éléments. Donc, gardez bien vos deux yeux grands ouverts. J'aime dire cette expression-là, mais gardez bien vos deux yeux grands ouverts. Je vous renverrai le replay avec le lien, d'accord, pour accéder à tous ces éléments-là, pour accéder à d'autres fiches que Sébastien vous a réservées. Donc, merci à toi, Sébastien. Merci à vous encore d'être ici.
et à très Alors, bientôt. effectivement, après, pourquoi vous avez peut-être une journée ou deux de travail à temps plein, par contre, hein, donc l'équivalent, si vous pouvez faire ça sur 2, 3 semaines en passant 1 heure par jour, par exemple. Pourquoi? Pourquoi c'est pas autant de temps pour vous? Parce que justement, c'est parce que vous aurez tous les outils avec le lien qu'on va vous donner, et donc pour ceux qui vont aller plus loin avec l'offre, c'est pour ça que vous aurez qu'une journée de travail ou deux à faire. Parce que, en fait, tout va être remis dans vos mains pour qu'il y ait le minimum à faire. Et parce que l'outil en lui-même, en tout cas SG Autorépondeur, hein, pour les autres, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous fait en sorte de vous faire gagner aussi énormément de temps à court, moyen et long terme. Parce que vous allez voir que vous allez voir qu'à long terme, si vous vous retrouvez avec une série de prospects qui demandent oui, je veux avoir accès à ma preuve de consentement, blablabla, ça va vous rajouter une masse de travail qui est inutile. Donc, par rapport à ça, aussi, on vous économise ça à long terme. Je merci encore à nouveau de m'avoir fait confiance. Déjà à vous parce que vous êtes là connecté et que vous écoutez cette conférence. Michael également parce que il me fait confiance et qu'il se doutait que la conférence allait être de grande qualité. Et au-delà, et il le fait au-delà de notre lien d'amitié, même s'il l'a précisé auparavant. Donc pour moi, en fait, ça reste tout à fait une session très professionnelle et, euh, et en même temps, j'ai été honoré de pouvoir contribuer à la professionnalisation aussi de votre entreprise. Donc merci, et, je suis à votre service. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, Seb. À bientôt. Bonne journée, au revoir.